la maîtresse de mon mari est sortie de ma chambre le matin de Noël, portant mon collier de mariage, tandis que mes enfants étaient assis, figés, à côté du sapin. Sa mère lui a tendu mon bas de Noël et a dit « Cette maison a enfin la femme qu'il lui faut ». Tout le monde s'attendait à ce que je crie. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers la cheminée, j'ai pris la clé cachée sous l'ornement de ma fille et j'ai ouvert le coffre-fort dont ils ignoraient l'existence. La femme qui portait mon collier de mariage avait un sourire comme de la peinture fraîche sur du bois pourri. Elle est sortie de ma chambre à 7h14 le matin du jour de Noël. Une main traînant le long du cadre de la porte comme si les murs lui appartenaient. Et elle m'a regardé droit dans les yeux avec le genre de confiance qui ne vient que lorsqu'on croit, vraiment, que l'autre personne est déjà brisée. Ma fille Lily était figée à côté du sapin de Noël, une canne en sucre à moitié déballée à la main. Mon fils Noah était à genoux dans le papier d'emballage, les yeux écarquillés, son nouveau télescope encore dans sa boîte, comprenant soudainement quelque chose qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait avoir à comprendre avant le petit déjeuner. Chaque adulte dans cette pièce était venu pour une raison précise. Ils étaient là pour me voir m'effondrer. Ce ne fut pas le cas. Laissez-moi revenir en arrière, car le collier est en fait la partie la moins intéressante de l'histoire. 14 ans plus tôt, je me tenais dans la cuisine de mon père pendant qu'il préparait des œufs et me disait très calmement qu'il ne faisait pas confiance à Grant Whitmore. Mon père, Harold Chen, avait passé 31 ans comme avocat en contentieux civil à Chicago. Il avait un talent pour lire les gens qui n'avaient rien à voir avec l'intuition, mais tout à voir avec l'observation de ce que font les hommes quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Il joue un rôle, a dit mon père. Il te joue la comédie. Je lui ai dit qu'il avait tort. Je lui ai dit que Grant était l'homme le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Qu'il se souvenait de chaque détail que je mentionnais, qu'il envoyait des fleurs le jour exact, 3 semaines après notre 3e rendez-vous, où j'avais mentionné une fois, juste une fois, que ma mère avait l'habitude de remplir notre maison de pivoine en juin. Mon père a posé la spatule. Eleanor, c'est de la recherche. Ce n'est pas de l'amour. J. avait 28 ans et j'étais certaine de connaître la différence. J'avais tort sur ce point. Il me faudrait beaucoup de temps pour admettre à quel point. Grant Whitmore avait 33 ans lorsque nous nous sommes mariés. Déjà courtier en immobilier commercial de niveau intermédiaire avec un nom qui sonnait comme de l'argent hérité, même si sa famille n'en avait pas. Il était beau de la manière qui rend bien en photo. Mâchoire, épaules, sourire facile. Sa mère, Margaret, portait des foulards en soie et une marque spécifique de déception douce qu'elle dirigeait principalement vers les femmes qui, selon elle, s'étaient élevées socialement par le mariage. Elle l'a dirigée vers moi dès le jour où Grant m'a ramené à la maison. J'étais une avocate contractuelle, pas accent grave-l'œil, pas la mondaine qu'elle avait imaginée pour son fils. Je travaillais de longues heures. Je portais des chaussures raisonnables. Et j'avais l'habitude peu pratique de lire les petits caractères sur les documents que d'autres personnes signaient sans regarder. Cette dernière qualité est celle qui nous a finalement sauvés. Lily est née la 2e année de notre mariage, Noah 3 ans après. J'ai réduit mon activité, construit quelque chose de plus petit et de plus flexible, et je me suis consacré à une vie dans la maison qui avait été très délibérément achetée à mon seul nom. Mon père avait insisté. Il avait structuré l'achat par le biais du trust familial Chen 6 mois avant notre mariage, un véhicule propre et protégé que le nom de Grant n'a jamais touché. Grant le savait. Je me suis assuré qu'il le sache. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que savoir quelque chose et l'accepter sont des actes entièrement différents. Pendant 11 ans, le mariage a été imparfait mais fonctionnel. Grant voyageait souvent. Il travaillait tard. Il avait une certaine agitation que j'interprétais généreusement comme de l'ambition. Margaret venait pour les vacances et faisait de petites remarques acerbes sur ma cuisine, ma coupe de cheveux et la façon dont j'agençais les meubles du salon, ce qui était, laissait-elle toujours entendre, la mauvaise façon. La première vraie fissure est apparue en mars de l'année dernière. Pas une fissure, en fait. Une jointure, le genre qui a toujours été là, mais que l'on ne voit que lorsque la lumière l'éclaire sous un mauvais angle. J'étais à la maison un mardi après-midi et j'ai trouvé un foulard en soie dans le placard du vestibule, ivoire avec une bordure marine. Pas le mien. Je l'ai tenu un moment, un long et étrange moment. Et puis je me suis dit que Margaret l'avait laissé à Thanksgiving et je l'ai plié soigneusement sur l'étagère. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas à ce moment-là, mais quelque chose dans ma poitrine a fait un petit recalcul silencieux. En avril,
j'avais un dossier. Non pas parce que j'avais cherché. Je veux être clair à ce sujet. J'ai cherché parce que dans mon travail, en 15 ans de lecture de contrats, d'affidavits et du sous-entendu entre les lignes que les gens pensent avoir caché, j'avais appris une vérité fondamentale. On ne trouve pas le mensonge. C'est le mensonge qui vous trouve. Votre travail est de ne pas détourner le regard quand il le fait. Le dossier a commencé avec le foulard. Puis un reçu d'hôtel que j'ai trouvé en triant la poche d'une veste avant le nettoyage à sec. Grant n'avait jamais utilisé cette poche auparavant, donc il ne lui était pas venu à l'esprit que je pourrais commencer. L'hôtel Marquette en ville, un jeudi de février. Grant m'avait dit qu'il était à Cincinnati cette semaine-là. Je me suis dit que ça pouvait être une réunion de travail, un dîner avec un client qui s'était terminé tard, une raison si ordinaire que l'expliquer aurait semblé condescendant. J'étais marié à Grant depuis 11 ans. J'avais pris l'habitude d'accorder le bénéfice du doute comme les gens prudents maintiennent une réserve de crédit, y puisant rarement, confiante qu'elle serait là. J'ai photographié le reçu. J'ai mis la veste dans le tas de linge pour le nettoyage à sec. Je n'ai pas dit un mot. 2 semaines plus tard, j'ai répondu à un appel sur le téléphone professionnel de Grant parce qu'il était sous la douche et qu'il avait sonné 4 fois, et j'ai supposé que c'était son bureau. La voix à l'autre bout du fil a dit « Oh, Grant est-il disponible ?» avec une baisse spécifique de registre, une recalibration, le son d'une personne qui a appelé ce numéro en s'attendant à joindre quelqu'un et qui a plutôt joint la mauvaise personne. « Il n'est pas disponible », ai-je dit. « Puis-je prendre un message ?» Une pause. « Non, merci. » Elle a raccroché. Je suis resté dans la cuisine, tenant son téléphone, pendant 1 minute entière. Le café refroidissait sur le comptoir. Dehors, le chien du voisin aboyait après quelque chose dans le jardin, et le son ordinaire d'un dimanche matin m'a soudain semblé très lointain. Je me suis dit que c'était un client, une connaissance professionnelle avec de mauvaises manières au téléphone. J'étais consciente que je me disais cela, et cette conscience était sa propre réponse. Je ne l'ai pas confronté. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable crypté et je l'ai nommé « Documentation ». La 3e chose s'est produite fin mars, plus silencieuse que les autres, ce qui la rendait pire. Je suis rentré tôt d'une réunion avec un client qui s'était terminée à 15 h au lieu de 17 h. Et j'ai trouvé la voiture de Margaret dans l'allée. Elle ne venait pas en milieu de semaine. Elle ne venait pas sans appeler. Et elle ne venait certainement pas quand elle pensait que je serais au travail, car il n'y aurait aucune valeur de performance, aucun public pour ces petites cruautés. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 4 minutes avant d'entrer. Elle était dans le salon avec une tasse de thé et Grant était à côté d'elle sur le canapé. Et quand je suis entré, ils ont tous les deux fait la même chose. Ils ont terminé une pensée, pas à voix haute, une phrase interne qui s'est terminée au moment où je suis apparu, se refermant comme une pièce quand quelqu'un ferme une fenêtre. Eleanor, a dit Margaret avec un sourire qui n'atteignait pas les bons muscles. Nous parlions justement de la maison. La maison, ai-je dit. Grant disait que tu serais peut-être ouverte à déménager pour quelque chose avec plus d'espace, a dit Grant prudemment. Nous n'avons encore rien discuté. Je l'ai regardé. Il m'a regardé avec le calme exercé de quelqu'un qui a répété cela. Non, ai-je convenu. Nous n'avons encore rien discuté. Je suis monté. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai respiré très délibérément, inspirant et expirant, jusqu'à ce que le tremblement dans ma poitrine se calme. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma colocataire d'université, Priya Anand Kowalski, qui avait passé 12 ans comme avocate en droit de la famille avant de devenir associée dans un cabinet en ville. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai montré le reçu et 3 autres choses que j'avais trouvées dans les semaines qui ont suivi. Un deuxième téléphone que j'ai découvert derrière un panneau au sous-sol, que j'ai photographié et remis exactement où je l'avais trouvé. Une note de virement bancaire dans nos relevés de compte joints qui acheminait $4 200 par mois vers un compte que je ne reconnaissais pas, et un texto sur le téléphone habituel de Grant que j'ai vu dans une fenêtre de 3 secondes pendant qu'il était sous la douche. Elle ne sera pas un problème. Fais-moi confiance. Priya a tout écouté. Elle a commandé le saumon. Elle a attendu que le serveur parte. Et puis elle m'a regardé avec les yeux de quelqu'un qui a déjà vu cette forme exacte de désastre. Eleanor, dit-elle prudemment. C'est de la préméditation. Quoi qu'il prépare, ce n'est pas juste une liaison.
Je sais, ai-je dit. Depuis quand le sais-tu? Depuis mars. Je pense que je le soupçonnais depuis plus longtemps. Elle a posé sa fourchette. Qui d'autre est au courant? Toi. Personne, y compris mon père, pour l'instant. Elle a hoché la tête lentement. Marcus était un homme compact, sans hâte, qui portait le même blazer gris à chaque réunion et parlait avec la précision de quelqu'un qui avait appris à témoigner. Il ne spéculait pas. Il documentait. Il a trouvé cette compte dont j'ignorais l'existence. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau le premier mardi de septembre. Il avait un résumé imprimé, 12 pages, chaque chiffre entouré en référence à un document source, et il me l'a expliqué comme on explique un plan de site, en montrant chaque élément structurel avec un stylo rouge et en expliquant comment il se connectait au suivant. Sur ces 7 comptes, 340 000 $. Pas des économies, des mouvements. De l'argent brassé, repositionné, nettoyé. Une partie avait été extraite de nos comptes joints sur 3 ans par des virements inférieurs au seuil de déclaration. 8200 $ par-ci, 6400 $ par-là. Des montants calibrés pour éviter de déclencher les alertes de contrôle automatique. Une partie provenait de l'activité de courtage commercial de Grant, qu'il avait structurée par le biais d'une société écran, Whitmore Holdings LLC, constituée dans le Delaware, qui ne portait le nom de mon mari sur aucun document que j'ai jamais vu. Il a liquidé des actifs communs, m'a dit Marcus au téléphone un soir de septembre. J'étais assise dans ma voiture dans le parking souterrain de mon bureau. Il était 19h42 et le garage était vide, à l'exception de 2 voitures et du bourdonnement fluorescent des néons. Ce n'était pas impulsif. Il a commencé à déplacer de l'argent il y a 2 ans, peut-être plus tôt. Je suis encore en train de retracer l'historique de la création de la LLC. C'est avant l'accident de Lily, ai-je dit. Une pause. Quel accident? Elle s'est cassé le bras en colonie de vacances. En juin, il y a 2 ans. Nous avons passé 2 jours à l'hôpital. Une autre pause. Plus longue. Madame Whitmore, je veux que vous compreniez quelque chose. Le schéma des transferts s'est considérablement accéléré dans les 8 semaines qui ont suivi le mois de juin de cette année-là. Il y a une interprétation raisonnable. Je comprends l'interprétation, ai-je dit. Je suis restée assise dans ce parking pendant longtemps après que nous ayons raccroché. La lumière fluorescente au-dessus de moi a clignoté 2 fois et s'est stabilisée. Mes mains étaient très immobiles. Parfois, la peur ne se manifeste pas par des tremblements, mais par une sorte de calme physique profond, comme si votre corps conservait tout pour ce qui allait suivre. Comme s'il savait que les tremblements pouvaient attendre. J'ai pensé à Grant dans cette chambre d'hôpital. Sa main sur mon dos, sa voix calme, sa présence complète et compétente pendant les 48 heures les plus difficiles que j'avais vécues depuis la mort de ma mère. J'ai pensé à la façon dont je m'étais appuyée sur cette présence, à quel point j'en avais été reconnaissante. J'ai pensé à ce que Marcus venait de me dire. Puis j'ai appelé mon père. Harold Chen a écouté tout ce que je lui ai dit sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause d'environ 4 secondes. D'accord, a-t-il dit. J'appelle Daniel Reyes demain matin. Daniel Reyes était l'ancien associé junior de mon père, maintenant un avocat plaidant senior spécialisé en fraude et en droit de la famille, avec une expertise particulière en protection d'actifs. Il avait 24 ans de pratique, une mémoire presque photographique, et la qualité utile de paraître, aux yeux de ceux qui le sous-estimaient, comme quelqu'un qui pourrait être persuadé. Il n'était pas quelqu'un qui pouvait être persuadé. Daniel a examiné tout ce que Marcus avait trouvé. Il a sorti les documents du Trust familial Chen. Il a contacté la banque, la même banque où Grant avait demandé une ligne de refinancement en octobre en utilisant des documents qui incluaient ma signature. Je n'avais pas signé ces documents. C'est une fraude hypothécaire, m'a dit Daniel dans son bureau 3 semaines plus tard, le dossier ouvert sur son bureau. Signature falsifiée, fausse attestation à un prêteur. C'est du ressort fédéral. Quand a-t-il fait la demande? Le 14 octobre. L'agent de crédit a signalé la signature pour une deuxième vérification. Apparemment, votre signature varie considérablement sur les documents authentifiés par rapport à cette soumission. Une agente de crédit nommée Carmen Vargas l'a retirée avant qu'elle ne soit approuvée. Carmen Vargas, il s'est avéré, faisait ce travail depuis 19 ans et avait signalé 2 tentatives similaires au cours de sa carrière. Elle savait ce qu'elle regardait.
Elle a envoyé le dossier de demande directement au bureau de Daniel lorsqu'elle a trouvé son nom sur la documentation du trust en tant que conseil de la famille Chen. Grant ne savait pas que la demande avait été arrêtée. C'est dans cet écart entre ce qu'il croyait et ce qui était vrai que j'ai construit tout ce qui s'est passé ensuite. De novembre à décembre, la préparation est devenue architecturale. Daniel a déposé le cadre de l'ordonnance de protection d'urgence, scellé, tenu prêt en attente de mes instructions. Marcus a complété une analyse forensique complète qui servirait de pièce à conviction à F dans toute procédure ultérieure. Priya avait rédigé les paramètres de garde d'urgence. Mon père, dont le nom figurait sur le trust, a fourni une déclaration notariée concernant la maison, sa structure de propriété et sa connaissance de la tentative de refinancement. Le dossier noir, l'enveloppe scellée, la clé USB. La clé USB provenait d'une découverte que j'ai faite tout à fait par accident début novembre lorsque j'ai trouvé le flux de caméras secondaires de notre système de sécurité domestique. Un système que Grant avait installé 2 ans auparavant, et dont il avait apparemment oublié ou jamais réalisé que j'avais un accès administratif complet via le compte original que nous avions créé ensemble. Il avait ajouté une caméra dans la chambre principale au printemps précédent. Il l'avait fait, j'ai découvert grâce aux journaux d'accès, le 14 avril, la même semaine où j'ai trouvé la recommandation de l'expert comptable de Priya dans mes courriels. Et la même semaine, Grant m'a dit qu'il partait en séminaire de partenaires à Scottsdale, ce que j'ai confirmé plus tard par le système de réservation de l'hôtel, qui n'avait jamais existé. Je ne sais pas à quoi il destinait la caméra de la chambre. Je soupçonne, sachant ce que je sais maintenant sur le plan de garde, qu'elle était destinée à une documentation d'un autre genre, des images de moi dans des moments difficiles peut-être, qui pourraient être montées ou recadrées. Il avait peut-être oublié que l'archive cloud du système était liée à un compte joint que nous avions créé la 2e année de notre mariage, lorsque le concept d'avoir besoin de mots de passe séparés semblait à la fois paranoïaque et méchant. Cela ne me semblait plus méchant depuis très longtemps. Ce que la caméra a capturé à la place, c'est Grant attachant mon collier de mariage, le collier de ma grand-mère, en or 18 carats avec un diamant marquise qu'elle avait porté tous les jours pendant 51 ans de son mariage, autour du cou de Vanessa un dimanche après-midi en octobre. Tandis qu'elle riait et se tournait pour se regarder dans notre miroir, dans mon peignoir, utilisant mon parfum, que je pouvais la voir prendre sur ma commode, le vaporisant sur son poignet avec l'aisance de quelqu'un qui a déjà fait cela. Cet enregistrement a duré 47 minutes. Je l'ai regardé une fois. Je n'ai eu besoin de le regarder qu'une seule fois. Il a capturé à une autre occasion, le 3 novembre, un mardi, alors que j'étais à une déposition en ville, une conversation dans notre cuisine entre Grant et son frère Kevin. Kevin était assis au comptoir que j'avais moi-même rénové l'été précédent. Grant se tenait près de la fenêtre. Le plan est sorti des mots de Kevin, spécifiques et pratiques, faisant référence à une date, à des témoins, à ce qui m'arriverait devant mes enfants et à l'apparence que cela aurait sur une requête de garde d'urgence. Elle va s'effondrer, a dit Kevin. Grant, je l'ai observé. Elle est déjà fragile. Grant n'a rien dit pendant un moment, puis, elle n'est pas fragile. Elle est contrôlée. Il y a une différence. Nous avons besoin qu'elle ait l'air incontrôlée, a dit Kevin. Alors nous lui donnons quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Il a capturé Margaret. Un appel téléphonique. La voix de Margaret sortant du haut-parleur du téléphone de Grant alors qu'il se tenait au comptoir de la cuisine à 6 heures du matin un dimanche. Ses instructions précises, calmes, entièrement sans ambiguïté sur l'objectif. J'ai regardé ces fichiers seul dans ma voiture dans le parking entre 23h et 2h du matin un mardi de début novembre, avec les vitres embuées et mon téléphone face contre terre sur le siège passager parce que je ne voulais rien qui puisse interrompre ce que je faisais. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait des copies. J'ai placé les originaux dans une archive cryptée sécurisée gérée par le cabinet de Daniel. J'ai gardé une clé USB avec des fichiers sélectionnés, l'enregistrement du collier, la conversation de la cuisine, les instructions de Margaret, étiquetées avec le nom de Grant de ma propre écriture. Le collier dont il ne connaissait pas l'existence était un leurre. Le vrai collier, celui de ma grand-mère, était dans un coffre-fort à la First Merchant Bank en ville depuis le 15 octobre, le lendemain de la confirmation de la demande de fraude. Le leurre était un bijou fantaisie que j'avais fait monter sur une monture similaire avec un ajout, une lentille sténopée dans le fermoir, lié à un compte cloud fonctionnant en continu à partir du moment où Vanessa l'a mis. Elle l'avait porté pendant 2 jours avant le matin de Noël. J'avais 2 jours d'enregistrement que je n'avais même pas eu besoin d'utiliser.
La clé que j'ai scotchée derrière le ruban de velours de l'ange de Lily la veille de Noël, après que les enfants se soient endormis, pendant que Grant était en bas à regarder la télévision et croyant, j'en suis sûr, qu'il avait déjà gagné. La serrure cachée derrière le panneau de pierre sculpté de la cheminée, que Grant n'avait jamais explorée parce qu'elle était là depuis la construction de la maison en 1962 et n'était répertoriée dans aucun document qu'il ait jamais lu. Je l'avais découverte l'hiver précédent en rénovant l'entourage. Il fallait une clé en laiton. Elle s'ouvrait sur un espace encastré d'environ 18 pouces de profondeur. Je l'ai mesurée avec soin en janvier et n'y ai rien mis jusqu'à la veille de Noël. L'ordinateur portable, le dossier, l'enveloppe et la clé USB y sont entrés à 23h47. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi, mais j'étais très calme. Le matin de Noël est arrivé comme les matins arrivent dans une maison où vivent des enfants, avec un bruit et une lumière soudain. Les deux enfants dévalant dans notre chambre à 6h52 pour annoncer que le Père Noël était passé et si nous pouvions s'il vous plaît descendre maintenant, s'il vous plaît, tout de suite. Grant était réveillé avant moi, déjà en mouvement, déjà composé. Il a embrassé le sommet de la tête de Lily et a dit, 5 minutes, avec l'aisance d'un homme qui a si bien appris à jouer la paternité que la performance a sa propre chaleur. J'ai remarqué ce matin-là qu'il a vérifié son téléphone avant de me souhaiter un bon matin avec un baiser. En bas, le salon était magnifique, comme notre salon l'était toujours à Noël. J'avais toujours fait les décorations, toujours fait la pâtisserie, toujours transformé la maison en la chose que la famille de Grant venait consommer chaque année sans reconnaissance. Le sapin était un sapin de douglas de 8 pieds avec des lumières blanches et les ornements accumulés de 11 ans. Les empreintes de main en argile de l'école maternelle de Lily, la fusée en bois peinte de Noah, les cloches en argent de ma grand-mère, et sur la branche la plus basse, où il était suspendu depuis 6 Noëls. L'ange en céramique de Lily avec l'aile fissurée qu'elle avait fait à 5 ans et sur lequel elle avait pleuré jusqu'à ce que je lui dise que la fissure était ce qui le rendait beau. J'avais scotché la clé derrière le ruban de velours sur le crochet de cet ornement. Je me tenais dans la cuisine en train de faire du café à 7h09. Les enfants étaient dans le salon. Grant était dans les escaliers en robe de chambre. Margaret est arrivée à 7h11, ce qui était inhabituel. Elle habitait à 40 minutes et n'apparaissait généralement pas avant 9h. Et elle était suivie par Kevin, qui tenait déjà son téléphone à hauteur de poitrine avec la caméra tournée vers l'extérieur, et la femme de Kevin, Dana, qui se tenait près du fond et ne croisait pas tout à fait mon regard. J'ai compris alors pleinement qu'ils avaient coordonné l'heure d'arrivée. À 7h14, la porte de ma chambre s'est ouverte. Vanessa est sortie dans mon peignoir en soie. Elle avait relevé ses cheveux comme je le faisais parfois. Elle avait le collier à son cou et un sourire arrangé sur son visage qui était clairement répété, le genre de sourire que l'on pratique dans un miroir quand on veut paraître naturellement à l'aise dans la maison de quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je tenais ma tasse de café. Margaret est passée devant moi jusqu'à la cheminée et a soulevé mon bas de Noël rouge, celui avec mon nom brodé de la main de ma mère, que ma mère avait fait l'année avant de mourir, et elle l'a placé dans les mains de Vanessa. Cette maison a enfin la femme qu'il lui faut, a-t-elle dit. La canne en sucre de Lily s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Noah a dit, maman, très doucement. La façon dont les enfants disent un mot quand ils ne sont pas sûrs que le langage fonctionne encore. Chaque adulte dans cette pièce s'est tourné pour me regarder. Grant se tenait au bas des escaliers, les mains dans les poches, l'image même d'un homme qui a soigneusement préparé son expression. Il avait l'air d'attendre un verdict qu'il avait déjà écrit. Kevin a levé son téléphone plus haut. Le sourire de Vanessa s'est élargi, puis est devenu, d'une fraction, incertain parce que je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je ne faisais aucune des choses que le plan exigeait que je fasse. Je regardais Lily. Elle me regardait comme les enfants regardent un parent pendant une tempête. Pas pour être rassuré, exactement, mais pour obtenir des informations, attendant de savoir si la structure de son monde allait tenir. J'ai tenu son regard pendant 2 secondes entières. Puis je lui ai souri très spécifiquement, comme je souriais quand j'avais besoin qu'elle comprenne quelque chose que je ne pouvais pas dire à voix haute. Et je me suis dirigé vers le sapin. J'ai soulevé l'ange de Lily à 2 mains, je l'ai retourné, j'ai atteint derrière le ruban de velours et j'ai senti la clé en laiton exactement là où je l'avais scotché. Je l'ai détaché. Quand je me suis retourné, Margaret avait cessé de sourire. C'est une expérience très particulière de voir l'expression disparaître du visage de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle dit. Grant a fait un pas en avant.
Eleanor, ne fais pas ça. Sa voix était contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous. La première fissure capillaire dans la performance. Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais faire. Il ne savait pas que le coffre-fort existait. Il ne connaissait pas la serrure derrière le panneau de pierre sculptée que je n'avais jamais mentionné. Pas 11 ans de mariage. Pas une seule fois. Il s'était préparé à un effondrement. Il était complètement non préparé à la compétence. J'ai traversé jusqu'à la cheminée. J'ai inséré la clé dans la serrure, qui se trouvait dans une fine jointure de la pierre qui ressemblait, à moins de savoir où regarder, à une fissure naturelle. Je l'ai tournée. Le panneau a fait un doux clic mécanique et s'est ouvert vers l'intérieur de 3 pouces. Je l'ai ouvert complètement. À l'intérieur, le dossier noir, l'enveloppe scellée, l'ordinateur portable et la clé USB avec le nom de Grant de mon écriture. Grant s'est jeté en avant. Il a traversé la pièce en 3 pas et m'a attrapé le poignet. Pas assez fort pour faire un bleu, assez fort pour être une menace. Les enfants ont tout vu. J'ai regardé sa main sur mon poignet, puis j'ai levé les yeux vers son visage, très calmement. Les enfants regardent, ai-je dit. Il a lâché prise comme si je l'avais brûlé. Vanessa a ri, un son sec et nerveux, comme quelqu'un qui réalise que le scénario a changé. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de petite performance dramatique? Une correction, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier noir. Le premier document était l'acte de fiducie de la famille Chen avec l'adresse de la propriété surlignée et le nom de mon père comme fiduciaire contrôlant. Le deuxième était un amendement à la fiducie daté de 8 mois auparavant qui formalisait des dispositions spécifiques contre toute charge non autorisée. Le troisième était une déclaration notariée de Harold Chen, avocat, retraité, attestant de sa connaissance d'une tentative de demande de refinancement frauduleux soumise en octobre, portant une signature prétendument mienne. Cette maison n'a jamais été à Grant, ai-je dit. Je n'élevais pas la voix. Il n'y en avait pas besoin. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception de la respiration prudente de Noah et du doux claquement d'une des lumières de Noël. Mon père l'a acheté par le biais d'un trust familial protégé avant notre mariage. Grant était au courant de la structure de propriété au moment de notre mariage. Le mois dernier, lorsque Grant a tenté de la refinancer en utilisant ma signature falsifiée, la demande a été signalée par une agente de crédit de la First Merchant Bank et transmise directement à mon avocat. Grant a dit, « Tu ne comprends pas ce que tu lis. » Je le comprends parfaitement, ai-je dit. Je le comprends assez bien pour avoir passé 7 mois à te laisser continuer. Ça a porté. Je l'ai vu sur son visage. Le moment précis où une personne réalise qu'elle ne chassait pas, elle était chassée. J'ai ouvert l'ordinateur portable. J'ai inséré la clé USB. La télévision au-dessus de la cheminée, que j'avais connectée la veille à la sortie HDMI de l'ordinateur portable via un câble passé derrière le panneau, s'est allumée. Des images de sécurité. Notre chambre. Grant attachant mon collier autour du cou de Vanessa pendant qu'elle riait. Le son de sa voix disant « C'est tellement mieux sur moi ». Vanessa a émis un son que je ne peux décrire que comme un dégonflement. Quelque chose la quittant visiblement, comme de l'air. L'image a coupé. Puis la voix de Margaret est sortie des haut-parleurs. Net. Enregistré dans notre cuisine un après-midi de novembre. Inimitable. Assure-toi qu'Eleanor le voit devant les enfants. Si elle perd le contrôle, nous utilisons cela pour la garde. Une fois qu'elle semble instable, Grant dépose une demande de garde d'urgence. Vanessa emménage avant le nouvel an. La pièce n'a pas bougé. Kevin a baissé son téléphone. Dana, au fond, a fait un tout petit pas en arrière, loin de son mari. Margaret a dit, c'est complètement sorti de son contexte. J'ai 4 heures de contexte, ai-je dit. Voulez-vous tout regarder? Les mains de Vanessa sont allées au collier, ses doigts ont trouvé le fermoir, et elle l'a arraché. La chaîne s'est cassée, le pendentif s'est balancé, se brisant en 3 morceaux sur le parquet. Les diamants sont faux, lui ai-je dit. Le vrai collier est dans un coffre-fort depuis octobre. Celui-ci a une caméra dans le fermoir. Elle a fixé les morceaux sur le sol. Vous diffusez sur un compte cloud depuis 48 heures, ai-je dit. Elle a reculé de 3 pas et s'est assise lourdement sur la coudoir du canapé. Son visage était devenu du gris de quelqu'un qui a une forte fièvre. La sonnette a retenti une fois, puis 2.
Madame Whitmore, une voix d'homme depuis le porche, claire à travers la porte. Ici Daniel Reyes. Je suis ici avec l'ordonnance d'urgence. Grant s'est tourné vers le couloir. Ne bouge pas, ai-je dit. Il s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Peut-être qu'une partie de lui comprenait que fuir était pire. Peut-être qu'il fonctionnait encore sur l'hypothèse qu'il y avait une version de cela qu'il pouvait gérer. Il n'y en avait pas. La voix de Lily était très petite. Maman, pourquoi y a-t-il des voitures de police dehors? Des lumières bleues se déplaçaient sur le sapin de Noël, sur la boîte du télescope de Noah, sur le papier d'emballage et la canne en sucre éparpillée et le bas de Noël rouge que Margaret avait laissé tomber sur la coudoir d'un fauteuil à un moment où ses mains avaient cessé de fonctionner correctement. Daniel est entré avec sa mallette. Derrière lui se trouvaient 2 officiers, pas en tenue complète, ceux qui étaient délibérés pour le bien des enfants. Nous en avions discuté. Et derrière eux se trouvait une femme dans un blazer en laine gris que j'ai reconnu d'une réunion en octobre. Carmen Vargas du département de la fraude de la First Merchant Bank. Elle avait 19 ans d'expérience et l'attitude prudente et contenue de quelqu'un qui a appris à ne pas paraître surpris. Daniel m'a regardé. Eleanor, vous et les enfants êtes-vous en sécurité? Nous le sommes, ai-je dit. Grant a regardé Daniel, puis Carmen. Quelque chose s'assemblait sur son visage. Une arithmétique naissante, la somme de 17 mois de planification contre 7 mois de contre-planification, arrivant à un nombre qui ne fonctionnait pas en sa faveur. Et puis Kevin a parlé. Je n'avais pas anticipé Kevin. Kevin, qui avait passé les 40 dernières minutes à tenir un téléphone caméra et à sourire au plan de son frère avec l'enthousiasme de quelqu'un à qui on avait promis quelque chose en retour. Kevin a baissé le téléphone et a regardé Grant et a dit, « Tu m'as dit que le compte offshore serait approvisionné d'ici février. Ça fait 8 mois. Où est l'argent, Grant? » Silence. Kevin, a dit Grant, très contrôlé. Ce n'est pas le moment. Il n'y a jamais de moment, a dit Kevin. Tu as dit que les fonds propres de la maison le financeraient. Tu as dit qu'Eleanor ne le saurait pas avant qu'il ne soit trop tard. Tu as dit que nous aurions tout réglé pour Noël. Sa voix avait une intonation que je reconnaissais d'une décennie de déposition. L'intonation d'un homme qui a réalisé qu'il n'est pas un co-conspirateur, mais une cible. Où est l'argent? Daniel a ouvert sa mallette. Il a sorti un document et l'a posé sur la table basse. Grant Whitmore, il y a ici une ordonnance d'urgence autorisant le gel des comptes associés aux entités suivantes. Il les a énumérées, 7 d'entre elles, chaque compte que Marcus avait trouvé. De plus, il y a une plainte déposée auprès du bureau du procureur des États-Unis pour le district Nord concernant la demande de fraude hypothécaire du 14 octobre, étayée par des documents de la First Merchant Bank et une analyse comptable forensique fournie par Marcus Dillard. CPA. Carmen Vargas s'est avancée et a dit calmement et précisément, « Monsieur Whitmore, j'ai signalé votre demande le 15 octobre. Je suis en contact avec le bureau de Maître Reyes depuis lors. Je veux que vous compreniez que la conversation que vous avez en ce moment a été anticipée depuis environ 9 semaines. » Grant l'a regardé, puis moi, puis la télévision, qui tournait toujours, passant en boucle les images de la cuisine, la conversation entre Grant et Kevin, la séance de planification, le calendrier, le visage de son frère se regardant à l'écran, le visage de Grant regardant le visage de son frère. J'ai pensé à mon père debout dans sa cuisine il y a 16 ans, disant, « Il te joue la comédie. » Et j'ai pensé à la façon dont j'avais répondu, si certaine, si jeune. Et j'ai pensé à quel point j'avais eu tort et combien de temps il m'avait fallu pour cesser d'avoir tort et ce que cela avait coûté. Et j'ai pensé au visage de Lily quand je lui avais souri de l'autre côté de la pièce, au moment où elle avait compris que la maison survivrait. Un des officiers a parlé brièvement à Grant, lisant une petite carte, un langage que je reconnaissais, un langage qui signifiait que la nuit avait atteint sa forme officielle. Grant n'a pas résisté. Il n'a pas regardé Vanessa. Il n'a pas regardé Margaret, qui s'était assise sur la coudoir du canapé avec son foulard en soie serré dans ses 2 mains comme une corde qu'elle essayait de grimper. Il n'a pas regardé Kevin. Il m'a regardé. Et pour la première fois de notre mariage, ne jouant pas un rôle, ne gérant pas, ne faisant pas les comptes derrière ses yeux, il avait l'air de simplement ne pas savoir quoi dire. J'ai rassemblé le dossier noir du coffre-fort. J'ai retiré l'enveloppe scellée, qui contenait le cadre de garde d'urgence que Priya avait rédigé, m'accordant la pleine garde temporaire en attendant la procédure.
Je l'ai remise à Daniel. Puis je me suis dirigé vers mes enfants. Lily tenait toujours la canne en sucre. Noah avait mis ses bras autour d'elle à un moment donné. Ils regardaient tous les deux la pièce avec les expressions que les enfants portent lorsque le monde des adultes vient de se révéler comme la chose qu'il est réellement. Je me suis assise par terre avec eux, entre le papier d'emballage et le sapin. J'ai mis un bras autour de chacun d'eux. J'ai dit doucement, c'est bon. Je vous protège. Je vous ai protégé tout ce temps. Lily a posé sa tête sur mon épaule. Après un moment, Noah l'a fait aussi. Les lumières bleues se déplaçaient sur nous tous, régulières, rythmiques, patientes, et le sapin de Noël est resté allumé. 3 mois plus tard, j'écris ceci depuis le même salon. Le sapin est parti, bien sûr, mais l'ange est de retour sur l'étagère au-dessus de la cheminée. L'ange en céramique de Lily avec l'aile fissurée. Je ne pouvais pas le ranger. La maison est plus calme maintenant. Plus calme, et d'une certaine manière, plus proche de ce que j'ai toujours voulu qu'elle soit. La plainte pour fraude criminelle suit son cours. Daniel me dit que la partie fédérale avance lentement mais inévitablement. Comme le dit Marcus, l'argent bouge. Patient, suivant le canal, peu impressionné par la distance. La licence de courtier de Grant a été suspendue en attendant l'enquête. Les 7 comptes sont gelés. La société écran que Marcus a trouvée a été dissoute par ordonnance du tribunal. Margaret ne m'a pas parlé. Je ne m'y attendais pas. J'ai reçu une carte de Dana, la femme de Kevin, en janvier. Elle disait seulement « Je suis désolé ». Je ne savais pas à quel point jusqu'à ce que je sache tout. Je l'ai cru. J'ai gardé la carte. Vanessa, je crois, a déménagé hors de l'État. Je n'ai aucun sentiment à propos de Vanessa. Elle était un personnage dans le plan de quelqu'un d'autre, et elle a fait de mauvais choix, mais le plan n'était pas le sien. Priya m'a emmené dîner en février et a commandé du champagne, ce que je lui ai dit être prématuré. Eleanor, a-t-elle dit, tu as documenté 7 mois de fraude et de complot. Tu as préservé une maison d'une valeur de 1,4 million de dollars pour tes enfants, et tu l'as fait sans jamais élever la voix. Tu peux avoir une coupe de champagne. J'ai pris une coupe. Lily dort mieux qu'elle ne l'a fait depuis 2 ans. Elle me l'a dit la semaine dernière, de manière terre à accent grave terre, comme les enfants énoncent les choses qui comptent le plus. Maman, je savais que tu avais un plan. Vraiment? Ai-je dit. Tu as souri, a-t-elle dit. Tu souris différemment quand tu as un plan. Noah est passionné par son télescope. Il reste debout trop tard à regarder des choses que je ne peux pas tout à fait voir d'où je suis. Cela semble juste, d'une certaine manière. Mon père est venu dîner dimanche dernier, il a préparé ses œufs et a dit très peu de choses, comme il le fait quand il est le plus satisfait. Avant de partir, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte et a regardé le salon, la cheminée avec son panneau de pierre sculptée, le manteau, l'étagère des ornements, la permanence calme, solide et ordinaire d'une maison qui a toujours été la mienne. Tu as bien fait, a-t-il dit. Un grand compliment de la part de Harold Chen. Je ne suis pas la même personne que j'étais le matin de Noël, et je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 17 mois quand j'ai trouvé un foulard en soie dans le mauvais placard. Je suis quelque chose qui est sorti de ces 2 moments et des 7 mois de travail entre les deux. Une femme qui a lu les petits caractères de sa propre vie et a trouvé la clause qui la protégeait. Je suis encore fatigué. La justice est fatigante. Elle n'arrive pas en un seul moment net. Elle arrive par des appels téléphoniques, des dépositions, des formulaires déposés en triple exemplaire et le lent travail des institutions qui transforment lentement les preuves en conséquences. Mais elle arrive. Le collier de ma grand-mère est de retour du coffre-fort. Il est sur ma commode. Je ne suis pas encore prête à le porter, mais il est là et il est à moi. Et chaque matin, quand je passe devant, je sais que les choses qui valaient la peine d'être gardées ont été gardées. C'est suffisant pour l'instant. C'est exactement suffisant. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et éducatives.